Alors la chanson porte de chacun à l'intérieur de nous. C'est de retourner à l'intérieur de chacun de nous et poser la question, qui on est? Qui suis-je? Donc nous sommes ravis de vous accueillir ce soir chez Cadrance dans le cadre du 4e congrès Bien-être et Performance que nous organisons chaque année à Paris. Alors nous, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est Comundi, 3e organisme de formation en France, avec une particularité, un ADN bien à lui. D'abord l'audace dans le choix des thématiques de formation, plus de 1000 sessions par an, et puis aussi la capacité, j'y suis depuis 7 ans, alors je peux le dire, la capacité à coller à l'actualité. Pour illustrer cette audace, nous vous proposons cette année encore une forme de récréation managériale qu'on avait envie de partager avec vous, nos clients, qui êtes venus nombreux ce soir. Et cette récréation, c'est aussi une parenthèse indispensable, nous semble-t-il, pour prendre du recul sur nos pratiques de management. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir autour de cette thématique. Alors, management, sagesse, a priori, je me suis un peu posé la question, mais qu'est-ce qu'on est allé chercher? C'est 2 mots qui ne vont pas forcément bien ensemble, 2 mots antinomiques peut-être. Sagesse évoque plutôt la patience, la modération, quand le management, lui, je pensais à la sagesse, à cette phrase qu'on dit « sage comme une image ». Bon. Et en face, on a le management qui fait référence au bouillonnement, à la gestion des organisations dans un monde plutôt agité en ce moment. Alors, si on s'arrête là, on n'a pas grand-chose à se dire pendant la table ronde. Et heureusement, la langue française recèle de richesse. Et j'ai pu trouver une définition de la sagesse dans le Larousse que j'ai trouvé intéressante pour lancer ce débat et que je vais vous lire. Donc, la sagesse, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement sûr, droit et averti dans ses décisions et ses actions. Voilà, une piste pour lancer notre table ronde, une piste que je vous propose d'explorer avec nos invités qui sont là ce soir. Thierry Marx, chef étoilé au Mandarin Oriental, 2 étoiles au Michelin. Sébastien Henry et Arnaud Rioux, qui sont là tous les deux tu peux te lever, Sébastien Flemard, comme coach de dirigeants, auteur, conférencier et spécialiste de l'accompagnement du changement. On a aussi Christopher Guérin. Bonsoir Christopher, qui est au COMEX d'un grand groupe français industriel. Il nous dira tout à l'heure pourquoi il ne souhaite pas qu'on cite son nom. Emmanuel Jaffelin, qui est passé de France Inter ce matin. Vous l'avez peut-être écouté à nos centres de conférence ce soir et qui est ce soir philosophe de la gentillesse avec nous. Et enfin, Dominique Rankine, chef algonquin, pas d'un restaurant étoilé, chef d'une tribu indienne au Canada, avec lequel j'ai eu la chance de faire un séminaire il y a quelques mois dans le Perche pendant 2 jours sur les sagesses anciennes à titre personnel et qui m'a beaucoup, beaucoup marqué cette expérience. Donc merci beaucoup de venir d'aussi loin, Dominique, pour nous.
Mais cette table ronde avait quand même besoin d'un élément féminin. Alors heureusement qu'on a ce soir le plaisir d'accueillir Florence pour apporter l'indispensable touche de sagesse féminine. J'ai demandé à Florence hier soir une petite phrase qui pouvait la qualifier et que j'ai trouvée très jolie. Alors je vais vous la donner. Ça vaut mieux qu'un long discours parce que tout le monde connaît Florence. Professeure de bonheur gratifié, Florence cuisine la vie et les rencontres pour en révéler le meilleur. Alors, je pense que ce soir, on a la chance d'avoir les meilleurs d'entre vous. En tout cas, un grand merci d'être là. Je voulais vous rappeler qu'on a un cocktail qui continue à partir de 20h30 à l'étage en dessous et qu'on sera content de poursuivre les débats ensemble. D'ici là, soyez sages et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Alors, je ne sais pas si vous me connaissez, moi je ne vous connais pas tous, je suis donc en effet Florence Servan-Schreiber et c'est vrai que je suis professeure de bonheur et que c'est pour ça principalement, et j'espère plus parce que je suis une femme, que l'on m'a demandé de venir ce soir. Avant de commencer à écouter en gros les gens que nous avons réunis, j'ai moi-même réfléchi à ce que ça voulait dire sagesse, et en fait quand on est petit on nous demande d'être sage. Et quand on nous demande d'être sage, en fait ce qu'on nous demande c'est d'être tranquille. Et puis, on commence la vie comme ça, et puis on grandit, on commence à traverser des choses qui sont déplaisantes, très déplaisantes parfois, on traverse des choses qui sont plaisantes, et puis plus ça va, plus on avance, plus on se rend compte que c'est difficile de se sentir tranquille. Et que finalement, quand on y arrive peut-être, à ce moment-là, peut-on se qualifier d'être sage ? C'est un chemin qui est assez difficile, clairement qui vous préoccupe, sinon vous ne seriez pas là ce soir. Et si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous réalisez à quel point, parfois, nous pouvons simplement gagner du temps, gagner des idées en venant voir des gens qui ont fait des chemins autres que les nôtres et qui ont pris la peine de le faire avant nous. Je n'avais pas, personnellement, envie d'animer une soirée sur la sagesse. Moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais en revanche, ce qui m'intéressait furieusement, et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté, c'était de rencontrer chacune de ces personnes individuellement. Et ce qui m'intéresse, personnellement, c'est de savoir ce qui a bien pu leur arriver, à titre personnel, à titre individuel, dans leur chemin de vie, à tous, qui leur permet aujourd'hui de porter justement un regard qui visiblement leur fait du bien, sinon ils n'en parleraient pas aussi simplement, et de le partager avec nous. Donc je vous invite plutôt à rencontrer des gens qui sont nos intervenants ce soir, en tant que personnes qui font des choses, vous allez voir, des choses qui sont tout à fait différentes, surprenantes, intéressantes, pour pouvoir simplement nous en inspirer nous-mêmes et un jour peut-être être sages. Alors, il y a une première chose que j'aimerais vous faire, c'est juste pour lancer un peu l'affaire de cette sagesse ou tout simplement du plaisir d'être ensemble. Ça va être de réfléchir à, depuis ce matin, 3 choses qui vous ont fait du bien. Dans mon vocabulaire, ça s'appelle un kiff, mais c'est simplement quelque chose où vous vous êtes dit, alors ça, oui, ça m'a fait du bien, et pour ça, j'ai envie de dire merci, de vous tourner vers votre voisin, que vous le connaissiez ou pas, et de lui dire bonjour, je m'appelle, vous donnez votre prénom et vous dites à votre voisin ce qui vous a fait du bien depuis ce matin. Vous avez droit à 1 minute chacun. C'est parti. Bien, quelques petites secondes pour finir votre phrase. Merci beaucoup. Alors, je vais vous présenter nos participants ce soir, non pas en vous racontant ce qu'ils ont fait, ça Valérie l'a déjà fait, mais je leur ai à mon tour demandé de se définir en une phrase. Je vais commencer par Dominique. Dominique dit de lui qu'il est chef héréditaire, c'est important, ce n'est pas un chef de pouvoir, c'est quelque chose qu'on lui a transmis. C'est un chef héréditaire à qui son père n'a pas transmis le pouvoir, mais bien la médecine. Dominique, qu'est-ce qui vous est arrivé pour devenir qui vous êtes aujourd'hui ? J'ai 66 ans à vous parler. Et pour moi, qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui, qui je suis aujourd'hui?
j'ai eu vraiment des bonnes personnes alentour de moi pour dire qui je suis vraiment tous les matins. Alors, je suis devenu chef héréditaire. J'étais choisi par mon père. Mon père était choisi aussi par son grand-père. À fin de compte, c'est arrière-grand-père. Puis, maman, il a donné 18 enfants. Alors, je suis le 9e. Alors, ce n'est pas parce que je suis dans le 9e, mais c'est plutôt qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie au début. Alors, ma naissance, c'était catastrophe pour maman. J'étais un bébé qui a connu la mort. Et je suis revenu sur la terre. Alors, c'est comme ça que j'ai été protégé avec les anciens, les aînés, les grands-mères et les grands-pères. Je n'ai pas eu la chance de m'amuser comme les autres garçons. Puis, je voulais être comme les autres garçons, mais je suis content aujourd'hui qui je suis aujourd'hui. Je suis très, très, très fier. Alors, je suis fier parce que qu'est-ce que j'ai reçu dans la vie? J'ai reçu 7 choses, 7 mots que je peux toujours travailler dans ma vie. Premièrement, c'est tous les matins, c'est de renaître, la renaissance, de prendre la position tous les matins qui je suis. Et l'autre, d'avoir du courage de m'élever et du courage de prendre la décision le matin. Alors ça, j'ai toujours vu mon père aller dans la forêt parce que les parents sont spéciaux. Alors, j'ai connu la fonction de maman, j'ai connu la fonction de papa et maman, les deux professeurs, papa et maman. Alors, l'autre que j'ai trouvé, c'est le respect de moi. Le respect. Jusqu'où je peux y aller. Et l'autre chose, c'est d'être fier. La fierté. D'être fier de qui je suis aujourd'hui. Et parce que je me connais, et c'est un cadeau, ce que j'ai aujourd'hui, c'est un cadeau d'être devant vous aussi. Parce que je n'ai pas connu beaucoup l'école comme vous. Alors, je suis un homme, un garçon de la forêt. J'ai vécu avec les animaux. J'ai dormi avec les animaux. Vous ne savez pas combien de fois que je me suis réveillé avec des petits oursons à côté de moi. C'est un cadeau. Alors, on ne peut pas s'énerver avec un petit ourson qui dort à côté de toi. Alors, je me réveillais et je me levais quand il s'élevait. Alors, c'était le plus beau. Et aussi, accepter. L'acceptation. Accepter quoi qu'il arrive. Je peux vous dire, dans ma vie, j'ai eu beaucoup de choses dans la vie. Puis j'ai fait plein d'affaires. J'étais fonctionnaire, j'étais policier, puis j'ai tout fait dans ma vie. Juste pour connaître comment un homme peut souffrir quand il est jugé. Alors, c'était mon cas, être jugé, parce que j'étais un Indien. Alors, c'était tabou d'être Indien en 1960 au Canada. Mais je passe en travers de tout ça. Je suis fier. L'acceptation. Accepter. Et l'autre, c'est qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup d'amour. De se donner l'amour. Donner l'amour, c'est de s'aimer et de commencer toujours par soi-même. Toujours par soi-même. Je m'engage. Ça, c'est ma parole tous les matins. Je m'engage avoir la fierté. Et aussi le courage, je l'ai dit. Et aussi, enlever la peur. La peur aussi, c'est une qualité. Alors, j'ai avancé avec la peur, mais j'ai fini par l'accepter, la peur. Alors, je suis vraiment dans l'alignement de mes ancêtres, puis je suis content d'avoir tant de reconnaissance et aussi de recevoir de tout le savoir. Et c'est à mon tour à partager ce savoir-là, d'être toujours dans le respect et d'aller devant.
pour moi, le matin, c'est très, très important. Puis je remercie toujours la terre, maman. C'est tout ce que le Créateur peut me donner. C'est ça mon soutien. Alors, comme fonctionnaire, je vivais dans les 4 murs. Vers 11 heures du matin, je n'étais plus capable. Il a fallu que je sortir dehors. Sortir, juste respirer, pour que je puisse revenir à moi. Et avoir une croyance aussi. Quand on a une croyance, que ce soit n'importe quelle religion, chez nous, on appelle ça la médecine des esprits. Alors, ça, c'est mon côté. Merci. Merci. Merci beaucoup. Thierry, alors Thierry se définit autrement, c'est être et durer. Quand on m'a demandé un petit bout de phrase comme ça, j'ai dit être et durer parce que c'était la devise de mon régiment. Et puis finalement, je me suis dit, c'est plutôt savoir être pour durer. Donc voilà, je suis passé comme ça. Alors moi, c'est un peu différent. Je viens d'un quartier qu'on nomme maintenant pompeusement sensible. Et j'étais toujours à vouloir en découdre. Alors, déjà pour sortir de mon extraction sociale, ensuite pour m'imposer dans le quartier, et puis essayer de réussir à tout prix. Donc je n'ai pas tout de suite compris que ce n'était pas le bon chemin, mais en tout cas, je l'ai fait comme ça. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu une découverte nouvelle pour moi, un nouveau cadre éducationnel qui a été l'armée, où là, j'ai rencontré ce fameux être et durer au 3e régiment parachutiste. Et là, c'était étonnant parce que j'ai découvert la vraie camaraderie, celle qui compte, celle qui vous tient, celle sur qui vous pouvez compter. C'est une camaraderie très filiale, très amour, comme ça, parce qu'on est obligé de compter sur le copain, et le copain est obligé de compter sur vous, et vous ne pouvez pas défaillir. Donc ça, c'est une expérience, et puis retour à la vie civile, retour à la vie professionnelle, et puis j'ai continué à faire ce que je faisais. À un moment donné, j'étais éducateur spécialisé, j'ai continué ce travail d'éducateur spécialisé, et puis à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait aller vers plus de sagesse. Donc moins être dans l'avoir, mais plutôt dans l'être. Et là, j'ai construit, je dirais, un modèle qui pour moi me convient bien, c'est d'essayer de vivre sans ennemis. Alors c'est drôle parce que j'ai découvert ça quand j'étais à la prison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Je travaillais avec un éducateur spécialisé qui était un spécialiste de l'aïkido. Il me disait toujours, il faut essayer de vivre sans ennemis. Et pour moi, ça a construit une capacité à observer les autres et pas à essayer de m'imposer à eux, mais qu'eux arrivent à s'imposer, notamment dans le cadre de l'entreprise. Et finalement, ça m'a donné une forme, entre guillemets, de sagesse, bien que je n'aime pas vraiment la version occidentale de la sagesse, parce que pour moi, quand la sagesse, comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure, dans l'enfance, c'est sois sage et dérange pas. Or que ce n'est pas du tout ce que je demande à mes collaborateurs. Je leur demande au contraire bien souvent de me déranger. Donc c'est cette notion de la sagesse qui me permet de faire révéler l'autre. C'est ça qui m'intéresse. Et de rester dans l'observation. L'observation de la nature, pour moi, dans mon métier, c'est extrêmement important. Mais pour le rôle du leader que je veux être, c'est d'observer les autres et de tirer le meilleur de ce qu'ils peuvent apporter au groupe et pouvoir avancer avec ça. Donc c'est une forme de sagesse que j'ai essayé de mettre au point, que je pratique maintenant régulièrement, mais je crois qu'elle est fondée sur le vivre sans ennemis, les uns avec les autres et jamais les uns contre les autres. Ce qui permet de faire avancer à peu près tout le monde au même rythme, avec la même volonté de s'épanouir dans la vie. Alors c'est pas, j'aurais bien aimé vous sortir de grandes théories, de grandes phrases à la Confucius, mais je ne sais pas le faire. Je suis vraiment uniquement dans l'observation. Alors évidemment, il y a du vécu. J'ai effectivement, quand j'étais à Beyrouth en 1982, failli perdre la vie, d'ailleurs c'était déclaré comme ça, et quand je suis revenu, j'ai essayé tout prix de me bâtir un modèle pour être comme les autres, que sage comme les autres, une famille, une maison, tout ça. Et ça me convenait pas. Et puis finalement, quand j'ai travailler sur cette forme de sagesse, d'observation de l'autre, de ce qui me convenait bien vraiment à moi-même. D'abord, je me suis aperçu qu'il fallait travailler dans la vérité avec soi-même pour être dans la vérité avec les autres, et ça qu'on ne pouvait pas déroger à la règle dans la société, quelle qu'elle soit. Et puis, quand je vivais au Japon, il y avait un professeur qui s'appelait Okada Sensei, qui me disait c'est parce qu'à un moment donné, on règle son problème avec la mort.
je ne vais pas vous donner de grandes théories sur la mort, mais c'est la petite mort, celle qui fait qu'on ne veut jamais avoir tort, celle qui fait qu'à un moment, il faut régler le problème avec ça et de se dire « waouh ». Et on le sait tous et on le dit tous. Vive le temps présent. Si vous me demandez ce que j'ai adoré ce matin, c'est de me réveiller en pleine forme. Tout simplement. Et que le bol de café, le nez dans mon bol de café, à méditer, à me réveiller tout doucement, ben voilà, c'est un vrai plaisir. Savoir sentir tous les plaisirs de l'instant présent. Et Okada disait, on avait tous d'envie d'animal totem très fort. Lui, son animal totem sur son kimono était une libellule. C'est drôle parce qu'il disait, regarde, une libellule, c'est formidable. Il l'écrit comme ça dans ses livres. Il disait, une libellule, ça vit au présent, ça a une durée de vie très courte, ça va à droite, ça va à gauche, ça avance, mais ça ne recule jamais. Et ça, cette forme de sagesse-là, me convient bien. Et c'est vrai que je me suis nourri, en vivant 5 années au Japon et en passant presque 3 mois par an maintenant là-bas, de cette culture finalement de l'instant présent qui fait que vous êtes épanoui et surtout disponible pour les autres. Vous savez, cette posture de l'homme positif qui fait qu'à un moment donné, vous êtes là, vous observez, vous êtes disponible, vous êtes prêt à être simplement à dire bonjour. Souvent dans l'entreprise, je dis à mes collaborateurs, mais c'est pas bonjour, c'est bonjour. C'est tout à fait différent. Et c'est l'homme positif qu'on va suivre. Et cette sagesse-là, moi, me fait du bien. Et je pense que quand vous êtes sage, quand vous êtes dans la vérité avec vous-même, eh bien, on vous suit, et vous êtes une valeur, comme ça, une lumière sur des choses qui, effectivement, la vie est une succession par moments de petites frustrations. Et alors, je suis en vie. Et ça, c'est pour moi une forme de sagesse que j'ai construite au fur et à mesure. J'ai 52 ans, je n'osais pas le dire, mais sur ma fiche Wikipédia, j'ai vu que c'était il m'avait rajeuni un peu plus. Je ne sais plus si je dois dire 59 ou 62, mais bon. Mais vous voyez, c'est ce que je dis qu'il faut être dans la vérité, mais ma fiche Wikipédia, il faudrait la corriger, c'est pas 62, c'est 59. Donc, mais voilà, c'est cette notion-là d'être dans la vérité, d'être bien avec soi-même, d'être bien avec les autres, d'être surtout cet esprit de la disponibilité. Et quand je travaille dans le milieu social, notamment à la prison centrale de Poissy, j'ai affaire à des détenus qui sont partiment complexes, et souvent je me pose la question de savoir est-ce que c'est utile, est-ce que je vais avoir un travail utile sur eux. Et souvent il y a un détenu qui me répond, parce que bizarrement vous pourriez penser que ce sont des gens qui ne sont pas fréquentables, et par moments ils ont des éclairs comme ça de bon sens, et ils disent oui, mais le fait que vous faites naître le désir chez moi de me lever le matin, et c'est déjà beaucoup. Et cette notion-là, moi, m'importe beaucoup. Et c'est cette disponibilité d'esprit qu'il faut avoir pour les autres, qui fait que vous n'êtes pas là le type sage, gentil, qui va tout accepter de tout le monde. Moi, je ne demande pas à ce qu'on soit gentil et sage, je demande ce qu'on soit vrai. Mais être vrai, ça ne veut pas forcément dire de se ranger dans l'agressivité pour être vrai. On n'est pas vrai dans le sens kantien du terme. On est vrai, pour être aimable, pour être ouvert et pour être disponible pour les autres. Et ça, pour moi, c'est une de mes sagesses, parce que je pense que si on s'interrogeait tous les uns les autres, on aurait chacun une forme de sagesse qui nous appartient et qui nous fait du bien. Mais c'est en se faisant du bien, par moments, en s'aimant, qu'on va arriver à mon avis, aimer les autres. Merci beaucoup. Alors Arnaud, pour vous, la vie s'harmonise dans l'équilibre et non dans l'immobilité. Alors qu'est-ce qui vous est arrivé ? En fait, au moment où quelque chose nous arrive, on n'est pas forcément conscient que ce qui nous arrive dans l'instant va avoir une répercussion 5, 10 ou 15 ans après. Et quand je regarde aujourd'hui en arrière et que je regarde les différents événements qui me sont arrivés dans mon enfance, dans mon adolescence, je vois vraiment comme un puzzle cohérent. Et tout est très cohérent, et tout est à sa place, et tout était nécessaire pour amener à autre chose. Mais au moment où c'est arrivé, en fait, je n'étais pas du tout conscient de ça. Et quand je remonte le plus tôt que viennent mes souvenirs, quand j'étais tout petit enfant, en fait, mes deux parents étaient totalement opposés l'un l'autre. Ma mère était quelqu'un d'hyper sensible, de complètement médium, de quelqu'un de sage, en fait, vraiment quelqu'un de sage. Et quand je m'interrogeais sur ce que c'était la sagesse, elle avait toujours une vue à long terme. C'est-à-dire que s'il y avait un moustique, elle n'allait pas écraser le moustique, parce que si elle disait non, le moustique, il a une vie, il ne mérite pas d'être tué. S'il y avait un escargot qui était coincé sur la roue de la voiture au moment de partir en vacances, elle disait non, on va prendre le temps d'aller chercher l'escargot, ça nous ralentira d'une demi-heure, mais c'est important.
Et il y avait pour moi une grande sagesse. Et c'est ce qui fait que quand j'allais poser des questions à ma maman sur des questions spirituelles ou sensibles, qu'est-ce qui se passe avant la mort, qu'est-ce qui se passe après la mort, qu'est-ce qui se passe avant la mort, qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre, toutes les questions que peut se poser un enfant, et moi je m'en posais beaucoup sur le sens. Je me réveillais toujours en me disant quel sens on peut donner à sa vie. Et ça, j'allais lui poser la question à elle parce qu'elle avait toujours les réponses. Par contre, du côté pragmatique et matériel, elle était pas du tout ancrée à ça, elle avait beaucoup plus de mal à répondre à des questions pragmatiques. Et quand j'avais besoin de réparer mon vélo, j'allais demander à mon père, ça il savait très bien faire. D'avoir de l'argent de poche, j'allais demander à mon père. Et j'avais comme ça 2 êtres pour m'éduquer. Un père qui était complètement dans l'activité, dans le matérialisme, et une mère qui était complètement dans la sagesse et la spiritualité. On est complètement dans le thème. Et quand je regardais ces 2 êtres, je me disais comment 2 êtres aussi différents peuvent cohabiter, peuvent vivre ensemble. Et cette question, je me la suis toujours posée, je me la pose encore aujourd'hui, non pas comment mes parents peuvent vivre ensemble, mais comment nous-mêmes, on peut vivre ensemble avec 2 aspirations. D'une part, aspirer à quelque chose de plus grand. Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? Quel est le sens de tout ça? En quoi on peut contribuer à rendre notre monde meilleur? Qu'est-ce que je fais là, tout simplement? Et en même temps, comment je peux gagner ma croûte, comment je peux payer mon loyer, comment je peux améliorer les relations, etc. Et ces 2 questions-là, qui ont été des moteurs dans mon enfance, sont encore complètement ancrées. Et c'est ce qui m'a animé plus tard, dans les accidents que j'ai eus de la vie, dans les accidents, dans les maladies, à chaque fois de retrouver que ce qui nous arrive dans un instant, c'est le matériau, c'est le combustible pour développer notre sagesse, notre ouverture. Parce que j'étais timide, j'ai appris à avoir confiance en moi. Parce que j'avais peur, j'ai développé le courage. Parce que j'avais honte, j'ai appris la dignité. Et il n'y a pas ce qu'on appellerait un défaut qui a pu me coller à mes basques quand j'étais enfant, dont je ne sois aujourd'hui fier, parce que c'est ce qui m'a permis de me servir de combustible pour être simplement l'homme que je suis aujourd'hui. Merci. Alors, ça, c'est, je dirais, les raisons qui vous ont amené tous les 3 à vous poser ces questions-là. Mais comment avez-vous appris ce que vous considérez être la sagesse aujourd'hui? Thierry? Apprendre, c'est observer. Donc, j'ai observé mes aînés. J'ai observé... et encore une fois, j'ai cumulé toutes ces observations. Ça a commencé chez les Compagnons du Devoir, où j'ai constaté que la transmission par le geste était importante et qu'il fallait une certaine sagesse. Je me souviens des anciens qui nous enseignaient l'art du trait ou l'art du cornet dans mon métier, comme on le dit. Ensuite, c'est vrai que la période de vie en Asie, pour moi, a contribué largement à me découvrir, donc d'observer un certain nombre de choses dont j'avais plus besoin, ce qui me paraissait être essentiel quand j'étais en France et quand j'étais adolescent ou quand j'étais jeune adulte. Évidemment, quand j'ai découvert le Japon, la Chine, mais notamment au Japon avec le judo et le kendo, par exemple, j'ai découvert ce côté du... J'avais plus besoin de tout ça. Donc toutes ces observations-là ont fait qu'à un moment donné, je me suis construit une forme de sagesse. Mais c'est dans l'observation de nos aînés, bien souvent, on va puiser un certain nombre de savoir-être dans la vie. Et il y a des choses dont vous sentez qu'elles vous font du bien et qu'elles feront du bien à votre environnement. Je crois que c'est, pour moi en tout cas, la seule observation que j'ai. Mais à un moment donné, il a fallu que je me sépare de l'idée matérielle des choses. C'est-à-dire que, encore une fois, je le redis, mais une période de ma vie où j'étais dans le tout matériel, il fallait absolument que j'aie, comme tout le monde, un certain nombre de tout comme ça, tout posséder. Et je me suis aperçu que ce n'était pas forcément la chose qui m'épanouissait le plus. Et alors du coup, à quoi ça ressemble dans votre management, dans la façon dont vous vous comportez avec vos collaborateurs ou dont ça se vit chez vous? C'est la posture... Très concrètement. Concrètement, c'est la posture de l'homme positif tous les matins. Qu'est-ce que ça fait un homme positif tous les matins? Un homme positif tous les matins, déjà dans son proche environnement de bureau, c'est de faire le café pour tout le monde. Alors on me dit, mais c'est idiot comme truc. C'est de cérémonialiser l'arrivée dans l'entreprise.
On me dit, mais c'est ridicule. Je le fais parce que comme ça, en quelques secondes et en quelques minutes, je sais qui est au mieux de sa forme et qui n'est pas au mieux de sa forme. Je sais qui je vais pouvoir mettre en front avec le client ou la personne qui, aujourd'hui, est un peu enrhumée, un peu fragilisée, a des problèmes. Et donc, je vais être dans cette observation-là. Je ne vais pas porter de jugement, surtout pas, mais je vais pouvoir essayer de cérémonialiser un certain nombre de choses dans l'entreprise et de faire en sorte que les gens soient heureux. Suivez-moi. Suivez-moi dans le projet, est-ce que le projet peut être commun? Et c'est dans ces cérémonialisons, dans le fait de cérémonialiser un certain nombre de choses dans l'entreprise qui fait que on peut avancer sur un management après plus pratique au quotidien. D'autres exemples de cérémonies? Ah oui, pour moi, il y a la théorie du changement. Alors j'ai placé dans l'entreprise, tout le monde me dit non, mais le changement, ils n'aiment pas. Alors là, ne changez pas les choses, hein, parce que... non, ça, c'est pas possible. Alors, je dis, mais si je leur propose une augmentation de salaire, ils sont d'accord? Alors, ils me disent, ah ben non, mais ça, oui, il n'y a pas de problème. Moi, je dis, voyez bien qu'ils veulent bien qu'on accepte qu'on change des choses. Donc, alors, j'arrête avec cette théorie où on ne peut rien changer dans l'entreprise. Mais par contre, je place des cellules de veille à peu près dans tous les services pour faire naître le besoin du changement. Donc, je véhicule un certain nombre de choses pour qu'à un moment donné, on accepte de changer un certain nombre de pratiques dans l'entreprise pour pouvoir continuer à avancer. Mais c'est le fait de créer des petites cellules d'innovation comme ça dans l'entreprise fait que les choses descendent de haut vers le bas, mais remontent aussi du bas vers le haut, et de considérer que la créativité d'entreprise, l'innovation d'entreprise n'est pas forcément à un seul étage. Ça fait partie de ces choses-là que j'essaie et puis de faire comprendre le modèle managérial. Vous savez, j'ai un modèle managérial qui est très simple. C'est 7 slides. J'ai 7 slides que j'enseigne à mes numéros 2. Mes numéros 2 enseignent à mes numéros 3, etc. etc. Mais la personne qui est au stewarding, par exemple, chez nous, qui a un poste très modeste dans l'entreprise au démarrage, eh bien, est capable d'avoir le même modèle managérial que le COMEX. Et fait ainsi bien que nous arrivons à parler le même langage. C'est pour ça que quand nous avons ouvert Mandarin, nous avons beaucoup travaillé sur le tai chi. On a tous été ridicules avec la direction générale et moi-même dans les jardins des Tuileries. Puis finalement, on s'est retrouvés 400 à faire du tai chi. Et comme ça, en un coup, vous dites tenez, venez, on va faire du tai chi. Non, c'était encore une fois de l'observation. Je demande à Mandarin Hong Kong qu'est-ce qu'ils attendent de moi pour ouvrir cet hôtel avec Philippe Leboeuf. Et ils nous disent portez les valeurs de la marque, nous sommes des valeurs asiatiques, et vous imposez dans les 5 prochaines années comme un hôtel dans le top 5 des hôtels parisiens. Bon, comment vous voulez dire à un Français c'est quoi les valeurs asiatiques pour toi? On s'est dit, bah tiens, il y a 2 choses dont on pourrait travailler, le tai chi et le taiko. Les taiko sont les tambours japonais. Et finalement, on a fédéré autour de cela un certain nombre de choses pour constater qu'à un moment donné, ça a créé une unité. Une unité, pourquoi? Parce qu'il y a un mot qu'on n'emploie jamais dans l'entreprise, c'est pas beau, c'est pas bien, c'est l'amour ou l'amitié. On ne peut pas être amis. Alors, je ne dis pas l'amour de s'étreindre en permanence les uns les autres et de se passer de la pommade, mais on peut être vrai, on peut être amis. Vous savez, moi, j'ai les 8 valeurs du judo, c'est ça, c'est être ami. Est-ce qu'à un moment donné, on peut être amis d'entreprise? On peut évoluer ensemble, on peut s'épanouir ensemble. Et ça nécessite beaucoup d'écoute. Voilà un des modèles, pour moi, c'est de parler, je ne dis pas d'amour, mais sur la porte de chaque bureau, il y a les 8 valeurs fondamentales du judo qui commencent par l'amour et l'amitié. Et ça fait qu'on se parle autrement. On n'accepte pas dans l'entreprise que les gens se parlent mal. Et souvent, quand j'ai un collaborateur qui a tendance à avoir le verbe un peu haut, je lui dis, avant de répondre, ce genre de choses, pense que tu vas me faire une tasse de thé. Et ça crée, je vous dis parce que c'est une anecdote qui date du XVIe siècle, de Miyamoto Musashi, mais ça crée un petit temps d'arrêter de se parler violemment. Le marché, cette nécessité absolument nécessaire de gagner des parts de marché, donc, suffit à notre peine. Je ne vois pas pourquoi dans l'entreprise, on aurait besoin de s'agresser. Au contraire, je crois qu'il faut ramener de la famille, il faut ramener de l'amitié, et il faut ramener de l'amour pour que c'est une cohérence. Mais par contre, tous les mois, nous rencontrons nos collaborateurs et nous étudions avec eux leur propre projet. C'est quoi ton projet? Moi, j'ai des gens qui, dans l'entreprise, on a un jeune collaborateur qui, il y a 2 ans, il y a 1 an, nous dit je lui dis, mais pourquoi tu ne progresses pas dans l'entreprise? Pourquoi tu ne veux pas parce que je veux avoir mon samedi et mon dimanche. Ah bon, mais pourquoi? Je suis entraîneur de sport, je m'occupe d'une équipe de volleyball. Et qu'est-ce que tu voudrais faire dans les études? Tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois entraîneur de volleyball. Eh bien, j'ai fait accepter par les ressources humaines qu'on lui finance sa formation. Quand il quittera l'entreprise, ce sera un excellent ambassadeur. Donc, c'est cette
confiance que vous pouvez mettre entre vos collaborateurs qui fait qu'à un moment donné, ils savent que vous pouvez vous occuper d'eux. Pareil qu'on a fait entrer une assistante sociale dans l'entreprise. On dit, mais t'es fou. Or que ça fait, on va tous aux réunions du MEDEF et on entend au MEDEF, on est devenu des assistantes sociales, on est devenu ci, on est devenu ça. Aujourd'hui, dans l'entreprise, il y a une assistante sociale et j'ai pas de CE. Je suis le seul hôtel parisien à ne pas avoir de CE. Parce qu'à un moment donné, il faut prendre le temps aussi de s'occuper de nos collaborateurs, de les aimer et de sentir que finalement, l'entreprise peut redevenir un refuge. De se dire, au moins eux, ils croient en moi, on peut avancer ensemble. Et je crois que c'est toute cette notion de l'amour et de l'amitié qui fait qu'à un moment donné... Alors, ça peut paraître un peu ringard, ça peut paraître un peu has-been, mais je crois aujourd'hui, et depuis 30 ans, on a bâti une société qui allait sur la peur. Peur de perdre son emploi, peur de ne pas atteindre ses objectifs, peur de ne pas être à la hauteur, etc., etc. Et tout ça, ça véhicule dans l'entreprise et dans la société, bien entendu, un certain nombre de choses absolument négatives qui vous tirent vers le bas. Et je finis par les écoles de cuisine que nous avons montées, les écoles de boulangerie, qui sont des écoles sociales et entièrement gratuites, qui font que, encore récemment, j'ai un monsieur qui me dit « J'ai été licencié, voilà, je voudrais faire une formation en boulangerie. » Mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ? J'ai pas osé, puis j'ai trouvé une place. J'ai pas osé dire que je voulais une formation en entreprise. J'ai osé. Puis finalement, on attend le licenciement. À un moment donné, vous voyez, cette peur qui vous tétanise, eh bien, vous pénalise beaucoup. Merci beaucoup. Dominique, est-ce que justement, ça peut faire peur d'être chef héréditaire ? Et quand on a tant à apprendre, comment apprenez-vous à votre tour aux autres ? Non, ça ne me fait pas peur. Non, ça ne me fait vraiment pas peur. Je suis fier. Au contraire, je suis très, très, très fier. Et une chose que j'ai oubliée, je pense le 7e, je voulais parler les 7, le dernier, je n'ai pas parlé, c'est d'être la vérité et honnêteté. Ça, je l'ai oublié, ça. Je tenais à dire ça. Alors, c'est cette valeur, Dominique, vous les portez, n'est-ce pas ? Voilà. C'est ça le collier que vous portez ? Toute la transmission des anciens, nous sommes des gens très, très, très visuels. Et alors, qu'est-ce que vous voyez ici sur ma poitrine? Ça s'appelle le cercle de guérison. Alors, ça, c'est un symbole qu'on voit partout dans les communautés, dans les réserves ou dans la forêt, n'importe où. Alors, c'est quelque chose qui est très, très important. Alors, pour la question, pour moi, où on est rendu dans la sagesse, d'où ça vient, ces trucs-là aussi. J'ai déjà eu une entreprise et où j'étais directeur, je l'ai développé, ces trucs-là. Et mes employés, c'était comme mes frères et sœurs. Alors, je tenais toujours à dire à mes employés que nous sommes des humains. Alors, il y avait des heures à respecter. Les heures à respecter, à 16 heures, c'est terminé, tout le monde s'en allait chez eux. On n'emmène pas le travail reste sur place. Mais aussi, à tous les 15 jours, on s'amusait aussi. Je sortais, mais j'avais 16 employés, puis les 16 employés, on allait faire le tour du canoë, aller voir les animaux sauvages. En même temps, je donnais les enseignements sur les animaux parce que j'ai appris à vivre avec les animaux. Un leader, l'entreprise, je ne connaissais pas ça. Alors, à un moment donné, c'est mon père qui m'a dit, écoute, vous savez, c'est quoi un leader? Il dit, un leader, c'est celui qui est capable de partager avec l'autre, son adjoint. Il dit, ça, c'est un leader. Alors, il donnait des exemples toujours par rapport des oiseaux. Vous connaissez les oies? Les oies, ils voyagent en V. Il y a toujours des leaders, c'est celui qui est en avant. Et quand c'est lui, il fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres pour avancer. Et ensuite, quand il est fatigué, il s'en va en arrière, puis c'est l'autre qui prend sa place. Alors, c'est tous des exemples comme ça. Alors, la première chose qu'on a appris, c'est d'être comme une tortue. Un animal, la tortue, c'est sa philosophie, de ne pas avancer trop vite, de ne pas courir, de ne pas prendre de décision trop vite. Et alors ça, c'est plein de trucs comme ça sur les animaux. Et pour être fier aussi d'aller devant, alors papa, il nommait tous les animaux.
Qu'est-ce que ça représente pour toi un élan? Mais c'est la force. Qu'est-ce que ça représente pour toi un putois? Hein, c'est la force aussi. Alors, il disait, aucun animal, aucun oiseau, ni un poisson peut reculer. Parce que quand on se recule, c'est là qu'on frappe. On tombe dans les souffrances et tout ça. Alors, on a appris à toujours avancer, 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 avancer. Et surtout, modérer le travail. Ça se fait dans la journée et non pas dans la nuit. Ça tourne dans la nuit des fois. C'est ça compris? court, ça court. Alors, moi, je dors bien depuis un certain temps quand j'ai compris. À l'âge de 50 ans, j'ai tout arrêté, moi aussi. C'est terminé, la bureaucratie et tout. Alors, c'est l'écoute. C'est l'écoute aussi. C'est qu'on devient sage et aussi l'observation. Observer. Alors, j'ai appris, moi, c'est quoi mon équilibre, d'avoir un équilibre à 100%. Je l'ai pris très, très, très jeune. C'est quand que mon père m'a mis dans mon canoë. Débrouille-toi. Puis, alors, mon canoë faisait ça comme ça. C'est un peu ça, la vie. Hein? Ça fait ça, la vie, des fois. Alors, j'ai appris à ramer en douceur. Et contre le courant, ça ne me dérange plus. Là. J'y vais à mes propres moyens, en douceur. Puis, je voudrais vous dire merci. Je vous aime beaucoup aussi. Merci, Dominique. Alors, accueillons sur notre canoë Christopher, Sébastien et Emmanuel. Vous venez nous rejoindre, s'il vous plaît. Entre le monde de la sagesse et le monde des affaires, qu'est-ce qui a bien pu vous arriver pour vous inspirer à devenir ça? Artisan bâtisseur de pont. Mon rapport à la sagesse, en fait, c'est que j'ai failli mourir de ne pas en avoir assez. C'était il y a 15 ans. En fait, ma vie aurait pu se terminer à cette époque, il y a 15 ans, sur des pentes en haute montagne, en fait, sur des pentes de neige et de glace. Ma vie à l'époque, pouvait se résumer par un motto comme toujours plus haut, plus fort, plus loin, donc apprendre dans les plus grandes écoles, bâtir la carrière la plus audacieuse et puis gravir les montagnes les plus hautes et les plus difficiles. Et donc j'ai failli laisser ma peau en fait. Et c'est suite à plusieurs accidents en haute montagne que j'ai eu la chance, où je me suis mis plutôt en recherche de maîtres de sagesse qui pouvaient m'offrir un autre regard sur la vie. Alors j'en ai rencontré par des lectures, j'ai eu la chance de rencontrer en personne. Et ce sont des gens qui m'ont qui m'ont proposé un autre regard sur la vie. Pour eux, une vie réussie, c'était une vie où on déployait en entier sa capacité à aimer. C'était une vie où on arrivait à vivre dans l'instant présent, à laisser jaillir le plus possible de joie. Et voilà, c'était un message complètement différent de ce à quoi j'étais habitué. Et malheureusement, alors j'étais pas prêt à l'époque. Et ce geste que je résume, cet enseignement qu'ils m'ont transmis, que je résumerai par ce geste-là, un geste de retour à soi-même, de ralentir, de s'écouter soi-même, je ne l'ai pas vraiment mis en pratique à l'époque. Et je suis reparti sur un autre geste que je connaissais beaucoup mieux, qui m'avait été appris dans mon école de commerce. D'ailleurs, c'est plus ce geste-là. Voilà, c'est fixer des objectifs, mettre tout en œuvre pour y arriver en équipe. J'aimais profondément l'entreprise. J'aime toujours l'entreprise, d'ailleurs. J'aime cette communauté humaine où on met tout en œuvre collectivement pour faire des choses ensemble. Mais pour moi, c'était un geste aussi beaucoup plus tranchant. Donc voilà, pendant mon parcours, en fait, depuis 15 ans, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette image de bâtisseur de pont, ça a été de naviguer au début d'une façon un peu frénétique entre ces deux mondes, ce monde de la sagesse, où j'allais souvent me ressourcer, chez les moines en particulier, bien que je n'étais pas croyant au sens traditionnel, où à chaque fois je sentais la beauté et la puissance de ce geste, de retour à moi-même, et puis ensuite repartir dans l'action, avec le plus d'efficacité possible. Et voilà, il y a eu tout un parcours où j'ai expérimenté beaucoup par moi-même comment arriver à intégrer, arriver à ce geste, en fait. Je ne sais pas si Florence, vous pouvez le tenir 2 secondes. Merci. C'est un geste qui me parle beaucoup. En fait, voilà, c'est vraiment arriver à... Ah, c'est bon. Ah, oui, c'est... Retour à soi-même, retour sur le souffle, et puis repartir dans l'action. Donc j'aime garder ce geste de l'action, mais avec une... Si on essayait de le faire, ce geste. Pourquoi pas? Allez, bah oui. Je tiens. Mais quand je dis nous, c'est pas moi. Hein. Tous ensemble, vous voulez dire? Oui, tous ensemble. Ah bon, mais oui. Oui. Alors vous êtes invités, hein, c'est une bonne idée.
Alors, je vous invite déjà à le... Pardon. Alors attention, vous voyez, ça illustre. Il peut y avoir des dégâts collatéraux. Voilà. Donc, c'est une bonne idée. Alors, je vous invite déjà à faire ce geste d'ouverture. C'est un geste aussi d'acceptation. Je crois que c'est Dominique qui a parlé d'acceptation tout à l'heure, de voilà, accepter ce qui se présente. Et ensuite, progressivement, ramener les mains vers votre centre. En fait, parfois, on appelle vers le cœur ou vers le souffle aussi, en prenant conscience de votre respiration. Voilà, plus vous ramenez les mains, plus vous sentez la conscience de votre respiration, plus vous vous sentez ancré dans le moment présent. Vous sentez de plus en plus votre respiration, sans la forcer. Vous la sentez, l'air qui rentre, qui sort. Continuez à rapprocher les mains tout doucement, tout doucement. Peut-être vous vous sentez de plus en plus que vous êtes vous-même. Et là, peut-être que vous sentez une envie, au moment où il y a cet ancrage, une envie de repartir vers l'action, mais pas une action frénétique, une action centrée, posée. Et peut-être une action qui va vous emmener dans une direction différente de celle suite à ce moment d'intériorité. On repart dans l'action avec un regard différent. Voilà, donc c'est une invitation à ce geste. Merci beaucoup. Je crois que Christopher et Sébastien, vous connaissez bien. On se connaît bien, oui. Voilà. Alors en fait, Christopher est donc en charge d'une activité mondiale de 3000 personnes dans un groupe industriel français. Il est face aux tensions permanentes qui s'opèrent, bien sûr, et surtout face à la complexité. Et c'est ça qui, je crois, vous a permis de réaliser que finalement la sagesse et la pression ne sont pas antinomiques. Oui, tout à fait. Alors je pense que la sagesse, dans mon cas, ça serait un petit peu présomptueux. Je vais parler plutôt de sérénité et de bienveillance. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous diriger vers ça, justement ? D'être chef. Alors il y a un chef héréditaire, il y a un chef étoilé, il y a un chef opprimé aujourd'hui. Mais l'envie de progresser, je pense que c'est quelque chose qui est assez fort, et Sébastien l'a bien mis en perspective, mais l'envie de progresser de manière positive. Et aujourd'hui, accéder à des positions de dirigeants, c'est pas toujours très positif, surtout dans le monde dans lequel on est actuellement. Moi, je n'ai pas eu d'accident de la vie, j'ai eu une famille formidable, j'ai des parents formidables, j'ai une vie personnelle tout à fait épanouie. Le basculement a été plutôt professionnel en 2009, où je suis passé d'une équipe de 40 personnes à 4000 personnes. Et en 2009, on m'a dit, voilà, ça c'est les clés de la voiture. C'est 2009, les ventes ont chuté de 45%. La voiture est dans le fossé, c'est toi le patron. Bon, c'est un peu l'image d'Obama quand il a repris la présidence américaine. Et là, je me suis senti submergé et opprimé. Et je me suis dit, c'est pas possible. Avec tout ce qu'on apprend sur le leadership, il y a des moments où on se sent très très seul. Et d'abord, le leader se sent seul. Et je me suis dit, il va falloir que je fasse un gros travail sur moi-même avant d'inculquer aux autres ce qu'il va falloir qu'on mette en place pour relever et sortir la voiture du fossé. Et donc je suis parti, j'ai cherché beaucoup, j'ai voulu aller dans les monastères. Et puis finalement, je me suis retrouvé dans un temple bouddhiste. Je ne suis pas du tout bouddhiste, je ne suis pas attiré du tout par l'aspect religieux, mais plutôt par l'aspect philosophique. Et je suis resté 4 jours là-bas. Et ça a été un très très grand choc pour moi. Il y avait un moine tibétain. Vous savez qu'il y a plein de temples bouddhistes en France. Vous en avez à Grenoble, vous avez à Montpellier, des temples énormes. Et vous avez accès à ces moines tibétains. Alors, bien sûr, c'est très très difficile de passer 4 jours avec soi-même. Et généralement, ça fait peur. C'est un gros travail. Le maître qui était puisque je fais des retraites régulièrement maintenant, le maître qui évoquait la méditation avec moi, je lui dis, écoute, je t'adore, mais j'habite Paris, je prends le périphérique, je prends le RER, et le côté méditation, ça devient un petit peu plus compliqué. Et en plus, contrairement à toi, j'ai des enfants. Donc le week-end, ça devient un petit peu plus difficile. Et il m'a donné cette phrase qui m'a marqué à jamais et qui m'a fait basculer. Il m'a dit, nous sommes ce que nous pensons. Nous sommes ce que nous pensons. Et cette phrase a été très très puissante en moi, parce que finalement on se dit beaucoup de choses, on dit manger sainement, et je pense que Thierry est un exemple de la gastronomie française, et puis on a la chance d'être en France sur ce côté-là. Faites du sport, tout le monde l'entend. Travaillez votre esprit, pour moi c'est un sujet beaucoup plus novateur et important, parce que finalement nous sommes le reflet, ou le leader que nous sommes est le reflet de ses pensées. Si vos pensées sont perpétuellement négatives, et c'est généralement le cas, nous pensons négativement, nous transmettons négativement.
Donc il y a un gros travail introspectif sur l'esprit à mener. Et c'est un peu cette bagarre perpétuelle que j'essaye de mener, mener au quotidien. Ce que ça illustre, c'est que dans tous les cas, ça commence toujours par soi. Exactement. Et je trouve, malheureusement, on parle ici de management, que le mot leadership est souvent galvaudé. On met le leadership à toutes les sauces. Un leader, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui donne du sens. Mais on ne peut pas être un bon leader pour les autres si on n'est pas un bon leader pour soi-même. C'est peut-être une lapalissade, mais ça, c'est très important. J'adore, on parle beaucoup de Steve Jobs et de son innovation. Mais Steve Jobs, qu'est-ce qu'il a fait rentrer en nous? Il nous a fait rentrer des outils qui, perpétuellement, nous laissent notre esprit branché. Et d'ailleurs, vous avez de plus en plus de formations qui parlent de détox digital. Eh ben, votre esprit, en fait, c'est comme un jacuzzi. C'est un jacuzzi qui est perpétuellement en ébullition. Alors, je ne mets pas en évidence le côté sympathique du jacuzzi, mais pour le côté ébullition. Et finalement, vous ne voyez pas le fond de la piscine. Vous ne voyez pas la clarté, vous n'avez pas la vision. Il y a un moment, il faut être capable de travailler sur son esprit pour faire stop, que l'eau se pose, l'eau se calme. Je pense que Sébastien, ici, le représente bien avec son geste. Et pour regarder le fond de la piscine et repartir. Merci. Mais c'est une question de baisse de régime de voix. Mais là, si je rebois, je vais retourner aux toilettes. Je suis ravi parce que la sagesse, c'est vraiment pas un sujet de notre société. Et moi, j'y ai consacré ma vie, disons, à l'adolescence, à partir du moment où j'ai voulu me consacrer à la philosophie. Alors, comment j'y suis venu là? Pas par des accidents de la vie, même si j'en ai récupéré à un certain moment et un certain nombre, et très tôt. Mais la première chose, c'était la religion. Ma mère m'a mis au caté, ce dont j'avais aucune envie, dont j'ai été très vite libéré, parce que le prêtre lui a dit, écoutez, il n'arrête pas de me poser des questions, reprenez-le. Ce qui m'a permis de commencer un sport et d'oublier définitivement le catéchisme. Mais les questions étaient là. Et je me suis dit, pourquoi ce type ne répond pas à mes questions? La vie après la mort, Dieu, le monde, la nature, au-delà, etc. Et puis en terminale est apparu ce type un peu bizarre, toujours farfelu, le prof de philo. Et là, je me suis dit, celui-là, il a trouvé une ruse. Il pose des questions pour répondre aux questions. Et là, j'ai kiffé, comme dit Florence, dans son langage, parce qu'elle m'a interdit de parler de manière trop verbeuse ou technique. Et je me suis dit, c'est ça ma vie, c'est de questionner les questions et éventuellement de trouver des réponses. Et donc, l'enracinement quand même dans la philosophie et dans la sagesse, c'est la religion. C'est un désir d'absolu que je n'ai pas trouvé dans la religion et que je suis allé chercher dans la philosophie, comme toi, tu es allé chercher dans le bouddhisme une réponse qui n'était pas religieuse. Alors après, il m'est arrivé des tas de trucs, mais il y a une chose qui m'est arrivée, c'est de ne pas rencontrer de sages à la Sorbonne ou ailleurs, parce que j'ai fait des études de philosophie dans différentes universités. Mais une chose est sûre, les philosophes sont des philosophes. Alors vous savez ce que ça veut dire étymologiquement, hein. Philein, en grec, c'est aimer. On a beaucoup parlé d'amour. C'est aimer la sagesse. Donc le philosophe n'est qu'un apprenti sage, c'est pas un sage. Donc en tant que professeur de philosophie, je ne suis pas sage, pas qualifié, mais en même temps, j'ai une aspiration. Et cette aspiration, je ne l'ai pas trouvée chez mes enseignants, dont certains sont connus. Mais je donnerai une définition avant de vous dire où je l'ai trouvée. Être sage, c'est, comme dit Comte Sponville, que j'ai eu comme prof, c'est vivre sa pensée, penser sa vie. Il faut donc qu'il y ait une harmonie. Hein. J'ai entendu cette idée d'équilibre, d'assiette de l'âme, pour ceux qui font de l'équitation dans le jacuzzi de la pensée, comme le disait mon voisin. Il y a cette idée qu'on recherche un équilibre, l'ataraxie chez les uns, l'apathie chez les autres, se libérer des passions, enfin arriver à trouver l'équilibre. Il est évident que le rapport entre la sagesse et l'entreprise, il est sinon antinomique, du moins problématique, et c'est pour ça que je suis heureux d'être là, parce que par ailleurs, moi j'interviens de plus en plus en entreprise, avec cette idée, je pense que la question se reposera sur la transmission, mais que je fais figure d'alibi. En même temps, je suis pas sage. Donc j'ai trouvé la sagesse, puisque je ne l'ai pas trouvée à la Sorbonne ni dans les facs où je suis allé errer. Je l'ai trouvée chez les Indiens. Alors pas les Algonquins, parce que je ne te connaissais pas, Dominique. Mais je suis allé par exemple l'été dernier au Panama chez les Kuna. Et là, j'ai passé 3 jours à discuter avec des sages. Mais vraiment, j'ai fait que ça, sur une chaise un peu pourrie, au bord des Caraïbes. C'était fabuleux, je suis rentré complètement malade, mais j'étais guéri.
j'étais guéri d'une chose, c'est de me dire, j'enseigne la philosophie et en fait je peux pas l'enseigner parce que c'est totalement antinomique. D'ailleurs j'ai un livre, alors je vous donne le titre, c'est un scoop, mais le portrait du philosophe en gourou et en chef de secte, parce que ce que je fais avec les élèves, c'est tout simplement l'impossibilité de les rendre sages. D'ailleurs ils partent après vers des écoles dont je ne donnerai pas les noms puisque j'y interviens, j'organise moi aussi des séminaires, mais c'est des écoles qui sont complètement détournées de la sagesse. Et donc je me suis dit, il est bon de voir un sage qui vient voilà, d'outre-Atlantique. Et c'est pas pour le décorum qu'il est là avec sa perruque. Parce que moi, je l'ai vécu. J'étais au Brésil pendant 7 ans, donc j'allais régulièrement voir ce que vivaient les Indiens. Et là, il y a une harmonie entre le groupe et la nature, entre l'homme et le groupe. Et nous, on est sans arrêt dans la scission. Et le management par la peur qui était évoqué tout à l'heure, c'est une vraie réalité. Moi, j'ai écrit un livre là-dessus pour montrer que la gentillesse pouvait être un concept opératoire dans le management, dans l'entreprise, pour transformer le salarié en gentil, le gentleman en manager et le chef d'entreprise en gentilhomme, et faire de l'entreprise une gentilhommière. Je vous ai vendu le tout en one-shot. Merci. La question que je vous pose, que je nous pose, comment, d'après ce que l'on sait, d'après ce que vous savez chacun d'entre vous, comment est-ce qu'on entraîne d'autres gens derrière soi? Comment est-ce qu'on enseigne? Comment est-ce qu'on partage avec des collaborateurs? C'est-à-dire que ce que j'ai compris, ce que je sais, ce que Emmanuel fait avec ses élèves, ce que Thierry nous a décrit avec ses collaborateurs, très concrètement, si j'ai compris quelque chose, comment je fais pour le donner à quelqu'un d'autre? Moi, je veux bien parler de mon moteur par rapport à ça, Oui. aussi bien quand quelqu'un m'enseigne que quand j'ai à enseigner. Le seul moteur, pour moi, c'est le désir. C'est impossible que quelqu'un ait envie de suivre quelque chose qu'on peut lui enseigner s'il n'en a pas envie. Et moi, si je regarde, j'ai débuté la méditation quand j'avais 30 ans, parce que j'étais tellement dans l'agitation, dans la peur, dans la dualité en permanence, que je voyais ces maîtres, pour moi ça a été les Tibétains beaucoup, puis le Zen aussi, mais surtout les Tibétains, quand je les voyais, simplement par leur exemple, par leur présence, par leur congruence, ça me donnait envie d'aller m'asseoir à côté d'eux. Et je pouvais passer la journée assis à méditer, j'avais du plaisir à être là, quoi qu'ils disent, et quand ils partaient, il y avait un manque. Donc c'est vraiment par l'exemple. Et aujourd'hui, quand je regarde à mon niveau, quand je me rends compte que je n'enseigne pas tellement, je cherche juste à être congruent dans ce que je fais, parce que dire à quelqu'un de méditer ou de se calmer ou de manger plus sainement, si nous-mêmes on n'est pas un minimum aligné, ça n'a aucune influence. Je prends par exemple, moi je mange pas de viande depuis 20 ans, et c'est pour moi c'est plus qu'un style de vie, c'est vraiment une philosophie, c'est quelque chose qui est complètement intégré. Mais jamais je vais dire aux gens arrêtez de manger de la viande, parce que ça me semblerait très violent. Par contre, quand ils viennent chez moi, j'ai plaisir à leur préparer autre chose, peut-être pas aussi bien que le ferait Thierry, mais j'ai plaisir à leur préparer autre chose que de la viande, simplement pour donner envie. Et pour moi, le plus grand moteur, c'est de donner envie. Je vais aller dans ton sens. Et d'ailleurs, je pense que je ne vais pas faire de grandes théories, mais le management par objectif, aujourd'hui, il est mort, très clairement. Il y a une vraie révolution qui est en train de s'installer, et je pense que la crise, globalement, va nous faire du bien si on est capable de repenser les modèles. C'est le management par le sens qui est clé aujourd'hui, redonner le sens de ce qu'il y a à faire. Et je pense qu'il y a l'armée américaine qui a défini ce qui s'était passé en septembre 2001 à travers 4 lettres qui exprimaient le monde nouveau du terrorisme. Les 4 lettres, c'est VUCA. V pour volatile, U pour uncertain, incertain, C pour complexe et A pour ambigu. Et en fait, ce mot-là, il est à reprendre par les entreprises, parce que volatile, incertain, complexe, ambigu, ce sont les nouvelles conditions de marché des entreprises actuelles. Ça ne sert plus à rien de mettre en place des objectifs à 1 an, à 2 ans ou à 3 ans, puisque la visibilité de nos marchés, d'un point de vue économique, ne dépasse pas 3 mois. Donc aujourd'hui, le management, pour moi, d'objectifs est mort, et il faut repasser par un management par le sens et redonner envie aux collaborateurs à travailler ensemble sur des projets de transformation et essayer au maximum de galvaniser les équipes. Je vais peut-être... excuse-moi. Mais non, c'est vrai, c'est intéressant, parce que je crois que
ça fait presque l'unanimité. Moi, je peux reprendre l'exemple qu'on avait chez les Compagnons du Devoir. On disait l'exemple est la meilleure preuve de l'autorité. Donc nos aînés, qui nous transmettaient une forme de savoir-faire, une transmission par le geste, étaient assez exemplaires. Et quand on leur demandait, ils avaient toujours à l'esprit de faire naître le désir chez nous de les égaler. Donc il y a une notion du chef-d'œuvre chez les compagnons. Bon, ceux qui connaissent notre association le savent. Quand vous êtes sociétaire, eh bien, vous rêvez de devenir aspirant. Et on va vous demander un premier chef-d'œuvre. Et c'est vos aînés qui, à force de critiques constructives, vont vous aider à vous épanouir. Ensuite, il y a le chef-d'œuvre de compagnon, etc., etc. Mais je crois que ce qui est absolument nécessaire, y compris dans l'entreprise, c'est de ramener cette exemplarité qui fait qu'on va vous suivre et de faire naître le désir chez vos collaborateurs de s'améliorer et de s'améliorer dans tout ça. Donc c'est ça qui me paraît intéressant de relever, c'est toujours cette exemplarité qui fait naître le désir. J'aime beaucoup cette approche de dire. Je vais apporter une approche complémentaire qui est pour moi celle de la provocation, en fait. Aussi, pour moi, un sage, c'est quelqu'un, en tout cas ceux que j'ai rencontrés qui m'ont le plus inspiré, sont des gens qui m'ont provoqué amicalement mais fermement, qui m'ont invité à aller dans la profondeur, dans mes retranchements, à me poser les questions essentielles. Alors, ma réponse, elle n'est pas en tant que sage, parce que je ne me considère pas comme sage moi-même. Je me considère comme quelqu'un qui est en chemin. Parce que pour moi, la sagesse, c'est un chemin, c'est un cheminement. Et c'est pour ça aussi, alors on peut prendre l'image du pont, la sagesse, c'est fréquenter quand on est décideur en entreprise, que j'ai été aussi, j'étais entrepreneur en Asie pendant une dizaine d'années. La sagesse, ça consiste à faire des allers-retours sur ce pont, aller régulièrement au contact de la sagesse, des gens qui incarnent cette sagesse, la sagesse aussi en soi-même, et puis revenir dans l'action. Et alors quand je parlais de provocation, c'est provoquer amicalement mais fermement le plus de gens possible à venir cheminer aussi, à faire leur propre chemin. Ça suppose les provoquer, les inviter à prendre le temps régulièrement de consacrer une partie de leur temps et leur énergie à cette quête de sagesse. Je me dis souvent, dans ma vie, même le nombre d'heures que j'ai passé à apprendre un sport, à apprendre telle et telle compétence, à gravir les échelons d'une entreprise, et le temps que j'ai passé, pourtant j'ai fait de la philo aussi, mais en nombre d'heures, c'est absolument infime. Donc voilà, c'est déjà provoquer à prendre un peu plus de temps à se poser les questions essentielles et puis provoquer les bonnes questions, les questions qui font, j'aime bien cette expression, les questions qui touchent l'âme en fait, les questions qui vont aussi nous donner du souffle. Et ça, c'est les maîtres de sagesse qui m'ont posé ce type de questions, je les remercierai jamais assez parce que c'est des questions qui font tellement de bien, alors qui ne sont pas faciles. Notamment, j'ai travaillé avec un maître de sagesse j'avais l'impression à chaque fois de sortir d'un ring de boxe, un peu dans les cordes, vous savez, parce que les questions étaient tellement essentielles sur qu'est-ce que je fais sur cette terre, quel va être mon rôle dans les années à venir, à quoi va servir ma vie, en fait. Et ça, c'est des questions de sagesse qui sont essentielles, malheureusement, qui sont peu présentes dans les stages de leadership. Je voulais juste terminer par un exemple. Je vois que Dominique veut dire quelque chose, mais qui montre à quel point la sagesse peut être incarnée, et c'est pas juste du vent. Je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise qui s'appelle Patagonia. C'est une entreprise qui fait des vêtements outdoor. On le sait peu maintenant parce que c'est une entreprise florissante, mais c'est une entreprise qui a failli mourir il y a une vingtaine d'années et qui a failli mourir en fait parce qu'elle était trop florissante. Elle a failli mourir d'une crise de cash flow parce qu'ils avaient prévu une croissance de 30% par an, comme les années précédentes. Le marché s'est un peu retourné, ils ont fait 10% simplement au lieu de 30%. Et crise de cash, en fait. Ils ont dû, pour la première fois de leur histoire, licencier. Alors, ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que le patron, Yvon Chouinard, un Canadien d'ailleurs, au lieu de pédaler plus fort et de dire à ses équipes, allez les gars, on va s'en sortir, on va bosser même le week-end s'il faut, etc. Il a dit, attends, non, on va prendre une semaine, tout le comité de direction en Patagonie, justement, ça avait un sens particulier pour eux, et on va faire venir un philosophe. Et on va se poser ensemble pendant une semaine les questions essentielles sur pourquoi, why are we in business in the first place? Pourquoi on fait cette entreprise en fait? Et ils sont ressortis de cette retraite avec un surcroît de sens, une dose supplémentaire de sens qui anime Patagonia depuis, qui a été d'arrêter de systématiquement viser la croissance la plus forte possible comme ils le faisaient jusqu'à présent, et au contraire de donner à l'entreprise un ADN nouveau qui est d'être l'entreprise la plus en pointe sur la contribution à l'environnement, en fait, d'être un modèle en durabilité. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, ils ont fait beaucoup d'innovations suite à ça, mais ça a été un tournant pour eux. Pour ceux que ça intéresse, l'histoire trouve dans un fantastique bouquin qui devrait être
à mon avis, lecture obligatoire dans les écoles de management qui s'appelle Let My People Go Surfing. Donc, c'était traduit en français par Confession d'un entrepreneur malgré lui ou quelque chose comme ça. Donc, le fondateur de Patagonia. En termes de sagesse, même s'il ne fait pas référence au mot, c'est quelque chose d'assez étonnant et inspirant. Un autre Canadien, québécois. Merci beaucoup. Alors, moi, je voulais juste partager concernant la sagesse. Et pour moi, c'est important de voir vraiment qui on est et être humain. Ça, c'est très important. Et, moi, j'ai eu des titres, puis j'ai encore des titres, et je viens d'avoir un autre titre. Je suis président d'honneur de la religion de la paix mondiale il y a quelques jours. Puis ça me fait plaisir que je vais pouvoir utiliser au niveau de ma fierté. Mais le plus important, c'est de rester les deux pieds sur la terre. Et vraiment sentir que tu es quelqu'un de spécial. Quand on dit quelqu'un de spécial, c'est qu'on est toutes des cibles aujourd'hui, des jeunes générations qui nous voient marcher, des jeunes générations qui nous voient fonctionner, la vitesse des fois qu'on va. Et c'est le moment de vraiment donner tous vos savoirs à ces enfants-là qui vont prendre leur place bientôt. Alors, moi, j'ai reculé dans toutes des grosses compagnies où j'étais avant. Maintenant, je suis devenu vraiment en Anishinaabe un être humain. Alors, je pense mes racines, je viens de loin. Et c'est comme vous, le sang qui coule dans ton corps, c'est préhistorique, ça. On vient de loin. Et aujourd'hui, on est 2013. Alors, 2013, on est bombardé partout dans toutes les puissances de machinerie. Moi, ça me prend une demi-heure pour traverser le chemin ici, là. Il y a juste 3-4 véhicules chez nous quand je traverse. Il n'y a pas de problème, mais ici, il y a des milliers de véhicules. Alors, je vais retourner chez moi avec cette expérience-là, la vitesse qui va ici à Paris et aussi dans les autres pays. Alors, je pars avec une richesse avec moi parce que j'ai visité la Suisse, j'ai visité aussi l'Autriche et aussi l'Allemagne. Alors, j'ai vu 4 beaux pays, 4 personnes dans ce pays ici. Là. Vous êtes extraordinaires. Alors, je vous souhaite une longue vie. Prenez votre temps. Merci. Merci Dominique. Alors, les mots me viennent. Non, je pensais aux oursons avec lesquels tu te réveillais. Et je pensais à notre président de la République qui a été baptisé président lui-même, c'est autoproclamé président des bisous et des bisounours pour les caricaturistes. Et en fait, Marie-Ève Malouine, qui est la chef politique de France Info, avait écrit un livre, François Hollande, La force du gentil. Et je me suis dit, ce président, s'il était né se réveillant le matin avec un petit ourson à côté de lui, comment est-ce qu'il gérerait la France aujourd'hui ? Est-ce qu'il serait vraiment gentil, justement, de cette noblesse qui consiste à s'ouvrir aux autres et à les faire parler ? Alors, bon, moi, ce que je suis censé enseigner, c'est ce que j'ai appelé les morales impressionnantes, celle du stoïcisme. C'est pas facile d'être un sage, surtout quand on n'est pas grec et qu'on est français. Mais Épictète disait, il s'adressait à une femme, à une mère, il dit « Ne dis pas que tu as perdu ton enfant, dis que tu l'as rendu ». C'est difficile, ça, quand on a perdu un enfant. C'est ça, la sagesse stoïcienne. Considérer que ce qui nous arrive devait nous arriver et aimer ce qui nous arrive comme si on avait voulu qu'il arrivât ainsi. Bon, moi, je suis censé enseigner ça. Et les mots me rendent des dissertations auxquelles je mets des notes. C'est pas ça, la sagesse. Donc, j'ai bricolé un truc dans mon coin, qui est la gentillesse. Kierkegaard disait... ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est chemin, inspiré par la mystique, par la religion, etc. Je me suis dit, putain, ça va être compliqué d'être sage s'il faut trouver un chemin qui est difficile. Et puis, grimper, comme toi, tu faisais de la haute voltige en haute montagne. Je me suis dit, ça va être compliqué. Et la gentillesse, c'est le contraire. C'est rendre service à quelqu'un qui vous le demande. Donc, c'est des petits gestes. Et c'est une morale systémique. Ça se fait par petites touches. C'est impressionniste et pas impressionnant. Et je crois qu'elle peut être là, la sagesse. Plutôt que de foutre la barre ici, on la descend de 3 crans, on s'y tient,
on tapisse la société de bonne humeur. Et si on arrive à introduire ça dans l'entreprise, c'est vachement bien parce que l'entreprise, c'est un cyclotron. Elle n'est pas étanche, l'entreprise. Je vois des gens qui rentrent avec le masque sur le visage, qui ressortent encore plus constipés qu'ils y sont rentrés. Mais en réalité, c'est une sphère sociale ou de sociabilité totalement poreuse à la famille et totalement poreuse au club de sport, au lieu de culte, à l'assemblée dans laquelle on délibère, que ce soit la mairie, le cantonal, le régional, le national, l'européen. Donc s'il y a une mauvaise ambiance dans l'entreprise, il y en a une mauvaise à l'extérieur. Donc il faut aussi qu'elle arrive là. Et ça, c'est pas gagné, mais en même temps, quand c'est simple, je pense que les DRH et les managers peuvent le comprendre, même si c'est faux cul quand ils m'invitent pour faire des conférences. Me rappelle la veille en disant: Emmanuel, c'est bien ton truc, là, la gentillesse comme nouveau logiciel DRH, mais on ne pourrait pas changer gentillesse par bienveillance. Et je dis non, il faut tenir. Parce que si on accepte le mot, on accepte l'idée derrière, et du coup, on accepte les gestes. Et là, on peut être un peu plus sage. Merci. Nous arrivons au bout, ça passe très vite. Il y a quelque chose dont aucun d'entre vous n'avait parlé précisément, et pourtant vous en avez tous parlé, qui est visiblement de voyager. Chacun d'entre vous avait recueilli des expériences ailleurs, et quand je dis voyager, c'est au sens large, c'est-à-dire parfois changer de continent. Il y a des continents qui vous ont inspiré, il y a des conversations avec des cultures différentes qui vous ont inspiré, il y a des collisions avec des cultures différentes, dans le cas de Dominique, très, très frappante, si vous lisez son histoire. Et puis il y a autre chose dont nous n'avons pas du tout parlé ici, peut-être parce que vous êtes si jeunes, messieurs, mais c'est probablement la force de l'âge. Une des choses que je vais vous confier, quand j'ai lu l'histoire de Dominique, qui était peut-être pour moi la plus exotique au sens d'une entrée dans la vie très différente de ce que je connais, d'un environnement très différent que celui que je connais, lorsqu'il a terminé son initiation, donc au fur et à mesure d'étapes tout à fait incroyables. Quel âge aviez-vous, Dominique ? 58 ans. Et c'est là que presque tout commence, à 58 ans. Il a été accueilli ce jour-là par des gens qui étaient septuagénaires, octogénaires, nonagénaires, et qui le regardaient comme un enfant. Et lorsque nous sommes dans une position de découverte de sagesse, je pense que c'est ça la leçon principale, c'est que nous restons enfants jusqu'au bout. Et que d'être le plus petit, le plus jeune, celui qui doit continuer à apprendre et démontrer sa valeur est peut-être une façon d'avancer. Alors, s'il vous plaît, profitez de leur présence pour leur poser vos questions, vos témoignages peut-être. Simplement, qu'avez-vous envie de savoir de ces presque sages qui sont là, ils sont tellement jeunes. La parole est à vous. Alors moi, je vais aller très vite, mais j'aurais simplement envie de les remercier tous parce que c'est vraiment extraordinaire. Et pour la petite histoire, il y a très longtemps, c'était dans les années 90, je suis une surfeuse, j'ai fait beaucoup de métiers, j'ai beaucoup de vie aussi. J'étais dans le voyage précisément. Et moi, vraiment, ma vie, c'est le voyage. C'est le voyage extérieur, le voyage intérieur. C'est le voyage avec un grand V. Et j'ai poussé la porte des tour opérateurs. Je suis allée trouver les agences de voyage, les gens qui fabriquent du voyage, en leur disant, écoutez, voilà, je vous propose de monter des voyages à usage des entreprises où on apprendrait à aller bien, des voyages thématiques, des séminaires de bien-être. Et alors là, vous n'allez pas me croire, on m'a ri au nez carrément. Et j'ai eu cette réflexion d'un chef d'entreprise qui m'a dit « Mais vous plaisantez, cher ami, pour que mes employés aillent mieux ?» Mais certainement pas. J'ai un moyen de pression extraordinaire, justement, quand ils vont pas bien. Voilà. Alors, j'en dirai pas plus, mais je suis ravie de vous avoir entendu parce que j'ai retrouvé des petits frères, des petites sœurs, des gens qui sont en cheminement. Mais ça fait énormément de bien de se dire qu'il y a un bout de l'humanité qui veut vraiment aller mieux et qui veut que les autres aillent mieux. Et pour qui a vécu le harcèlement moral, les suicides en entreprise et des tas de choses pas très jolies, je dis bravo, c'est bien. Et merci aux philosophes aussi. Merci à vous. J'ai juste envie de vous livrer mon sentiment. Quand je vous ai écouté, au-delà de vos mots,
j'ai entendu votre énergie. Et merci de me l'avoir transmise. Quand je vous ai écouté, j'ai entendu des parcours personnels, des accomplissements personnels de vie. Donc j'ai envie de dire, trouver sa voix et écrivons voix avec 2 sens. La voix avec un X et la voix avec le E. Et quand je vous ai écouté, si je n'ai pas déjà dit, puisque je suis un être très sensible, donc je peux oublier rapidement ce que je dis, j'ai entendu oublier son moi pour accomplir son soi. Merci à vous. Ça n'a pas besoin de rimer, hein, vos questions. La barre est haute, là. Là-bas, il y a un micro, je crois, là-bas. Oui, bonsoir. J'ai une question pour Monsieur Marx et le monsieur, j'ai oublié son nom, qui travaille dans une grande entreprise. Vous avez beaucoup dit que là, et je partage, que la sagesse, c'était mieux vivre le temps présent. Pour autant, Monsieur Marx, qu'on connaît de vous, monsieur, je pense que vous êtes très orienté vers créer des nouveaux challenges, des nouveaux restaurants, des nouveaux projets. Comment vous arrivez à ne pas être en contradiction ou rester encore plus sage via ces projets tournés vers le futur? Vas-y Thierry. J'aime bien le mot. Vous avez parlé de projet. C'est ça qui m'intéresse, moi, c'est les projets. Et le projet n'a rien à voir avec le temps présent. Là, c'est du temps horloge. Quand vous avez un projet, vous quantifiez le temps pour dire dans 2 ans, j'aurai ça, et dans 2 ans, j'aurai ça. C'est un projet d'entreprise. Moi, ça m'intéresse beaucoup de parler de projets. Mais vous pouvez vivre pleinement au présent et avoir des projets pour l'entreprise. Et j'aime bien surligner encore un peu plus le mot projet. C'est ce que j'attends de mes collaborateurs, c'est qu'ils aient des projets, y compris des projets personnels. Parce que c'est comme ça que l'entreprise s'épanouit, c'est avec des projets, et c'est comme ça que les collaborateurs s'épanouiront en suivant le projet, et que le projet de l'entreprise leur permette aussi d'épanouir leur propre projet. Mais le temps présent est à vivre pleinement tous les jours. Je veux dire que vous savez, quand je vis même des fois de me passer les mains sous l'eau, d'attendre comme ça, puis même un bol de thé me fait vivre le temps présent. Mais ça n'occulte pas le fait que j'ai la responsabilité de 400 personnes et que pour que ces 400 personnes puissent vivre et s'épanouir, il faut que l'entreprise ait des projets. Mais ce n'est pas très agressif le projet. Au contraire, c'est de l'épanouissement, c'est d'aller plus loin avec les uns avec les autres et surtout pas les uns contre les autres. Mais j'aime bien, vous avez eu raison de parler du projet. Parce que ça, c'est le plus important, peut-être. Et souvent, quand je travaille avec des personnes qui sont détenues, c'est même un projet d'une journée, même le projet d'1 heure, c'est important. Et on oublie trop souvent cette nécessité d'avoir un projet. Même quand on travaille avec des jeunes adolescents, je leur dis, mais je veux ça, je veux ça, je veux ça. Non, mais d'avoir un diplôme ou d'avoir telle ou telle chose de valeur n'est pas un projet. On ne monte pas dans un taxi sans savoir où on veut aller. Tu es d'accord avec ça? Oui. Alors, si tu as un projet, ça va avancer. Donc, cette nécessité du projet, j'insiste, pour moi, il me semble que c'est important. J'espère que j'ai répondu à votre question, monsieur. Je vais compléter. Vous savez, je reprends les mots que j'ai eus sur le jacuzzi et la piscine. Le projet vous donne la volonté d'avancer, mais il faut savoir se poser. Et se poser, c'est aussi célébrer. C'est-à-dire quand un collaborateur vous ramène une bonne nouvelle, un contrat ou un accomplissement personnel dans son travail, il faut savoir souffler, il faut savoir se poser, il faut surtout savoir l'écouter. Donc je pense que le moment présent, il est surtout dans l'écoute et dans la célébration. On célèbre peu aujourd'hui. Et il est important de remettre ces petites victoires vraiment sur le devant de la scène. Le projet, comme le dit Thierry, ils sont nécessaires parce qu'on a tous envie de progresser. On a tous envie d'avancer. Et moi, j'essaye toujours de vaincre la notion d'immobilisme. Mais pour moi, ces 2 termes ne sont pas antinomiques. Il faut savoir se poser, souffler, regarder ce qu'on a devant nous, résoudre des problèmes, mais toujours avancer. Il y a une dimension qui me vient en écoutant à la fois vos réactions et ce qui se passe ici ce soir.
il y a une phrase, moi, que j'entends beaucoup en entreprise, puisque toute l'année, toutes les semaines, j'anime des stages sur la cohésion d'équipe, sur le management, sur la gestion des conflits, etc. Et dans ces moments-là, j'amène les managers à prendre leur temps, j'amène les managers à être plus dans le corps, j'amène les managers à être plus dans la relation, des choses qui sont en fait assez simples, revenir à des choses très simples. Et il y a une phrase que j'entends régulièrement, c'est « Oui, mais vous savez, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça ». Et ce que les managers, dans ces moments-là, appellent la vraie vie, pour moi, on n'est pas quelque part dans la vraie vie. Et la vraie vie, moi, il y a 2 moments où je l'ai vraiment rencontrée. La première fois, c'est quand j'avais 24 ans et que j'ai raté un virage dans les Pyrénées espagnoles et que je me suis vu quitter la route pour partir dans le ravin. Et là, à ce moment-là, il s'est passé un temps qui, dans un temps réel, a duré 15 secondes, le moment où la voiture a quitté la route et a été arrêtée par un olivier 10 mètres plus bas. Et pendant ce temps-là, j'ai vu en fait ce qu'était la vraie vie, pour moi en tout cas. Et j'ai vu surtout que cette vraie vie, j'avais passé beaucoup de temps à pas faire grand-chose. C'est-à-dire, à l'époque, j'étais comédien, metteur en scène, je mettais toute mon énergie, je travaillais 18 heures par jour, et je mettais mon énergie pour passer à la télé, pour être connu, pour gagner de l'argent, pour faire des stratégies. Et j'ai vu tout ça qui s'arrêtait net, vraiment net. Et je me suis dit à ce moment-là, parce que dans un autre temps, le temps s'est ralenti, et il m'a été vraiment donné de me poser la question, est-ce que tu es content de ta vie? Et surtout, une question qui m'a été posée intérieurement et que je sais, je me poserai le plus tard possible parce que j'adore la vie, mais je me la poserai quand même, c'est « As-tu aimé ?» As-tu aimé? Et cette question que depuis je me pose tous les jours, parce que tous les jours je médite sur la mort, je l'ai revécue à un autre moment de ma vie où ça m'a semblé utile de faire de l'accompagnement en fin de vie, pour accompagner des gens qui étaient en fin de vie dans les hôpitaux. Et là, les questions que j'ai pu leur poser, et qu'eux-mêmes me posaient, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Parce qu'ils arrivaient, eux, en fin de course, et puis ils me prenaient la main en me disant, alors, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Et quand je leur demandais, et toi, où tu en es? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Et qu'ils évoquaient les regrets, je me suis rendu compte que ce qu'il me revenait dans ce qu'ils avaient envie de faire avant de partir, ou ce qu'ils auraient aimé faire, c'est dire merci. Dire merci. Dire je t'aime aux gens qu'on voit, qu'on les aime. Et cette méditation, depuis, moi, il n'arrive pas une journée où je me réveille, où je ne me dise pas, peut-être, c'est aujourd'hui le dernier jour de ma vie. Et qu'est-ce que je peux faire de cette journée, sachant que c'est peut-être la dernière? Encore une fois, je ne le souhaite pas, mais je me pose la question tous les jours. Et cette perspective, c'est le Dalai Lama qui dit les êtres humains vivent leur existence, toute leur vie, comme s'ils n'allaient jamais mourir, et puis ils meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Et pour moi, en entreprise, où on dit qu'on est dans la vraie vie, on est coupé finalement de l'enfance parce que l'enfance n'est pas présente, on est coupé du troisième âge parce que le troisième âge n'est pas présent, mais il y a une possibilité pour nous de garder en nous aussi bien l'enfant qu'on a été et le vieillard qu'on sera, et c'est peut-être ça qui peut nous permettre de redonner de la vie. Avons-nous une dernière question avant d'aller nous réchauffer? Merci. J'ai l'impression, parce qu'on dit toujours le bonheur est dans les petites choses, c'est très simple, la vie quotidienne, etc. Mais quand on écoute vos parcours, on a toujours l'impression qu'il faut aller très loin. Il faut aller au Tibet, en Inde, au Japon, je ne sais pas, au Canada, vous êtes chez vous. Mais où il faut grimper les montagnes pour enfin avoir un point déclencheur pour revenir. Et après, trouver vraiment le bonheur et la sagesse dans les petites choses qui nous entourent. Est-ce que vous auriez pu trouver cette sagesse plus près? Je tiens à préciser que le temple où j'ai été, il était à Grenoble. Il n'était pas... Il y a des choses très simples, vous avez raison, et à proximité, qui, encore une fois, qu'est-ce qui va faire que vous allez être heureux? Alors, si c'est de traverser la planète, et puis vous ne savez pas pourquoi, moi ça a été le Japon, certainement, mais il m'est arrivé, encore très récemment, j'ai une maison près de Bordeaux, de rester près du fleuve et de me dire, mais qu'est-ce que c'est bon d'être là, je suis dans le cœur du Médoc, et c'est formidable, vous avez raison, il faut aussi aller vers des choses simples, il n'y a pas besoin d'idéaliser. Ah mais
complètement. Parce qu'avant, on dit c'est les vieux qui gardent la sagesse. Mais il y a une rupture, vous avez parfaitement raison. Nous, cette rupture, je ne l'ai pas eue en rentrant chez les Compagnons du Devoir, parce que la culture de l'aîné était importante. Mais la culture du voyage était aussi présente. On se construisait en voyageant. Chez les Compagnons du Devoir, on se construisait en voyageant. On apprenait le métier comme ça. Mais cette richesse de l'ancien, c'est vrai qu'il y a quelques années maintenant qu'on l'a perdu et qu'on va la chercher ailleurs. Mais le bon sens dans nos campagnes, le bon sens dans nos veillées était, à mon avis, aussi... vous donner la possibilité de vous construire de façon assez intéressante. Moi, je dis prendre de l'épaisseur. Je trouve ça intéressant. Or qu'on a virtualisé beaucoup les choses. Regardez, en 97, on met les ordinateurs en réseau et on a traversé la planète en quelques secondes. On pense connaître des savoirs, mais en même temps, on n'a pas de vécu, on n'a pas d'humain. Et j'insiste beaucoup, moi, dans mon métier, par exemple, sur la transmission par le geste. Souvent, on me dit qu'est-ce que c'est qu'un cuisinier? Il connaît plein de recettes. Mais c'est faux, un cuisinier ne connaît pas plein de recettes. L'importance du cuisinier, c'est la maîtrise du geste, la maîtrise du feu et la maîtrise du temps. Mais il y a une vie à méditer autour de ça. Quand une pomme est coupée trop épaisse et une autre trop fine, votre tarte aux pommes, elle n'a pas le même goût et elle n'est pas équilibrée. Donc l'importance de cette transmission, l'importance de l'humain dans la société, on l'a trop laissé aller, on n'a pas replacé l'humain dans la... Et notamment chez les jeunes gens, on s'occupe dans certains centres de jeunes adolescents et de jeunes adultes, eh bien, on s'aperçoit que dans leur vie, c'est construit en 3 discours. Le discours d'une famille qui est des fois très, très, très touchée par la vie, le discours de la cité, et puis le discours de l'enseignement de l'école. Et ces 3 discours qui manquent totalement de cohérence et de cohésion. Donc finalement, ça se fait souvent des êtres qui titubent comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut absolument, sans aller très loin, ramener l'humain au centre du débat. Parce que là, aujourd'hui, on s'est tous fait peur avec l'hyper-numérisation. Et je ne suis pas critique vers l'hyper-numérisation, mais c'est qu'à un moment donné, regardez, on se dit, la cuisine est à la mode. Je n'ai pas l'impression que la cuisine est à la mode. Ce qui me paraît intéressant dans la cuisine, par contre, c'est qu'elle rapproche. Il n'y a pas eu plus beau moteur d'intégration que la cuisine. Nourrir une intimité qui nourrit notre intimité, une espèce de prise de confiance, comme ça. Alors, quand vous regardez la fête des voisins, quel est le succès de la fête des voisins? On ne se parle pas dans l'ascenseur, on n'ose pas se regarder. Et puis finalement, on décide que c'est la fête des voisins, et avec un paquet de nouilles et une boîte de sauce tomate, vous finissez par vous parler. Vous voyez que je crois qu'aujourd'hui, ce que nous ressentons, même dans le monde de l'entreprise, c'est est-ce qu'on peut se serrer les coudes un petit peu pour avancer vers cette société qui est en crise, mais qui n'est pas en crise depuis 10 ans, qui est en crise depuis 30 ans. Donc il y a nécessité en tout cas de rapprocher l'humain. Alors je ne sais pas s'il faut voyager ou pas, mais en tout cas il y a nécessité de se rapprocher et de se comprendre. Et cette notion de vivre sans ennemi, pour moi, est très importante. Je comprends l'autre, finalement, je ne m'affronte pas à lui et j'essaye de continuer mon cheminement. Mais vous avez raison, c'est pas la peine d'aller très loin des fois. En bas de chez soi, ça... Moi, j'ai découvert que j'étais marxiste ce soir, et pas que pour la tarte aux pommes. En revanche, je suis en léger... Ouais, je fais ce que je peux. Je suis en léger désaccord sur les vieux, puisque je commence un de mes livres et un TEDx en disant... Ma grand-mère disait « gentil n'a qu'un œil ». C'est-à-dire que la gentillesse n'était pas appréciée parce qu'elle était envisagée comme une source de faiblesse. Et je crois qu'on a en Occident, et depuis très longtemps, des progrès à faire sur ce terrain. Et c'est pour ça que moi, je suis allé le chercher ailleurs. Alors pas à Grenoble, même si j'y vais aussi, mais plutôt pour chercher les montagnes. Je suis allé en Amérique latine, qui est vraiment mon terrain, et chez des Indiens comme Dominique. Mais je pense qu'on a des progrès à faire justement pour aller chercher dans les petites choses cette fête des voisins, ce qui nous relie, ce qui fait de chacun de nous un tisserand et qu'on a oublié parce qu'on détricote la plupart du temps avec notre téléphone à l'oreille. Tout à l'heure, cette merde de téléphone était en panne et j'arrivais pas à mettre en place mon GPS. Donc je demande à une nana le chemin. Elle était en train de parler au téléphone. Elle me dit « Excusez-moi ». Et je me suis retrouvé comme une nouille, comme tu dis, mais sans sauce tomate au milieu de la rue. Et je me suis dit « Voilà, c'est ça cette société ». Et je voulais ajouter un mot sur... votre question m'a vraiment fait penser à une dimension du pont. En fait, à l'origine du pont, le travail que je veux faire dans les années à venir, je l'avais vraiment envisagé entre le monde de la sagesse et le monde de l'entreprise. Mais plus j'ai réfléchi à comment construire ce pont concrètement, plus ça m'a amené à réfléchir à l'éducation, à la façon dont... Et voilà, la question clé, c'est est-ce qu'on a besoin de manquer de se tuer en montagne ou d'aller dans des situations extrêmes pour prendre conscience, comme ça a été mon cas, que j'avais passé 15 ans, 20 ans de ma vie sans apprendre à aimer, en fait. Ça a été une de mes réalisations, ou sans apprendre des choses fondamentales sur le sens de ma vie. Et de plus en plus, je rencontre aussi des acteurs du monde de l'éducation
qu'il me faut prendre conscience que ce déficit de sagesse, ce manque de sagesse, il revient en fait, il vient de très loin. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille où il y avait un enseignement de sagesse qui n'est pas celui qui me convenait au final, un enseignement chrétien, mais un enseignement de sagesse quand même, je le vois avec le recul. Donc j'ai quand même eu cette chance, mais n'empêche que, qu'est-ce que j'ai retiré en fait de leçon, comme leçon de 15 ans dans le système éducatif, c'est que le succès, ça va être ma pomme, enfin, mémoriser, apprendre le plus de choses possible, sans coopérer, parce que ça ne sert pas à grand-chose, sans forcément utiliser mon cœur quand il y a des gens quand il y a des gamins qui sont battus en difficulté. Bon, bah, c'est pas forcément un problème à résoudre, parce que c'est pas ça qui va me... Enfin, il y a plein de leçons, en fait, dont je me suis aperçu. Je les ai intégrées au fur et à mesure de ma scolarité, et je me dis, ce déficit de sagesse, il est vraiment aussi à combler dans les écoles, et pas uniquement dans les écoles de commerce, où moi, j'ai pas vu un gramme de sagesse, quel que soit le nom, en tout cas, aucune invitation à cet apprentissage de la sagesse. Et je suis vraiment très, très heureux. Il y a une personne qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Ces écoles qui rendent les enfants heureux », qui s'appelle Antonella Verdiani. Voilà. Et il y a plein d'initiatives en ce moment qui visent aussi à remettre une sagesse laïque, concrète, des petits gestes, justement, mais au cœur du système éducatif. Et je pense que plus on fera ça, moins il y aura de gens comme moi qui, à 25 ans, 30 ans, vont se mettre dans des situations parfois un peu extrêmes pour aller faire surgir ce qui manque d'essentiel, en fait. Voilà, donc c'est un élément aussi de réponse. Moi, je crois de plus en plus à ça. C'est peut-être pas du tout mon champ de travail à l'origine, c'est plus entreprise, mais j'aime travailler avec des gens du système éducatif maintenant parce qu'ils détiennent une bonne clé de l'avenir. Nous, on est déjà trop vieux, en fait. Ah, bon, presque. Toi, tu es dans les plus jeunes. Voilà. Merci pour cette question. Dominique, juste une opinion sur les petites choses. Je pense que tout simplement, c'est la simplicité, d'être simple de votre vision et d'enlever le mot « si ». Si j'ai fait ce truc-là, je vais-tu réussir? Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas défendu de dire ça, mais on m'a enlevé ce mot-là d'utiliser pour que je puisse avancer moi-même personnellement. Alors, je pense que chaque personne ici, vous êtes des exemples et vous êtes des personnes vraiment ciblées dans cette vie ici pour, encore une autre fois, pour nos futures générations. Alors, vous êtes vraiment des personnes extraordinaires. C'est ce que j'ai à dire. Miigwech. Miigwech, ça veut dire chez moi, merci. On va terminer en faisant sonner le gong, mais puisqu'on est dans la simplicité, juste un petit mot sur ce bol qui vient du Tibet, mais il pourrait venir d'ailleurs. Il y a une symbolique derrière ça qui est liée au fait de se relier. C'est un bol qui est fait traditionnellement dans les 7 métaux, l'or, l'argent, le laiton, le cuivre, etc., qui correspond pour nous permettre de rentrer en résonance à nos 7 organes vitaux, le corps, le cœur, les poumons, le foie, qui correspond aussi aux 7 planètes fondamentales, le Soleil, la Lune, Mars. Donc, au moment où on sonne le bol, ce qu'on fait, c'est qu'on se relie. On se relie à nous, à toutes nos propres dimensions, et on se relie les uns aux autres avec la Terre, les uns aux autres avec tous les êtres vivants. Et c'est ce qu'on fera pour marquer ce dernier coup, pour terminer cette soirée.